Alors merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de laser. Le laser pour le traitement des calculs. Parce qu'il y a plein d'autres indications de laser en urologie. Et vous verrez ça au rapport à l'affût si vous venez le samedi après-midi. Donc la définition du laser, ça a été décrit pour la première fois par Albert Einstein en 1917 et il a imaginé le principe en fait de l'amplification des émissions qui allait permettre derrière de fabriquer le laser. C'est pas lui qui a fabriqué le laser en premier. Donc voilà, nous on va surtout parler de holmium-YAG et de thulium fibré notamment, et on va être sur des ondes sur l'infrarouge. Donc holmium et thulium, en fait, c'est des éléments du tableau périodique. Donc l'holmium, voilà, 67, et le thulium 69. Vous voyez les origines de ces noms-là. Première description de traitement de calcul en urologie avec un laser holmium-YAG, 1992. Donc l'holmium-YAG, on a, c'est donc dans l'infrarouge comme je vous disais, avec une longueur d'onde de 2100 nanomètres. Et ça c'est l'anatomie du laser. Donc en fait vous avez une cavité. De chaque côté de la cavité vous avez des miroirs. Ce qui explique que ce laser est assez fragile en fait, parce que les miroirs, il faut bien qu'ils soient en place, qu'ils ne bougent pas du tout. Et vous avez une lampe à xénon qui va envoyer de la lumière dans un cristal qui a été dopé aux ions holmium. Et donc cette lumière va passer à travers le cristal et va être réfléchie plusieurs fois par les miroirs, ce qui va amplifier le signal. Et ensuite au bout, vous avez un orifice qui va s'ouvrir et se fermer. Et donc ça va être la fréquence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va s'ouvrir, ça va envoyer une impulsion. Et au bout de ce trou-là, on va brancher notre fibre laser, qui va être collimatée pour pouvoir avoir une fibre un petit peu fine. Donc on va avoir un peu de déperdition d'énergie. Donc on peut avoir des lasers continus et des lasers pulsés. Pour traiter du calcul, il faut du laser pulsé, sinon ça ne marche pas. Donc, une fois qu'on a notre laser pulsé, on va pouvoir régler plusieurs choses. On va régler l'énergie, c'est-à-dire vraiment la force de l'impulsion. La fréquence, donc c'est les ouvertures de votre cavité. Et la durée du pulse, c'est-à-dire le temps que la cavité va rester ouverte. Et donc, on va régler tout ça sur votre laser holmium-YAG. Et sur le laser thulium fibré, vous verrez après. Donc globalement, pour faire de la fragmentation, il faut une énergie haute pour vraiment pouvoir faire des morceaux. Et là, c'est les réglages qu'on faisait sur un holmium-YAG basse puissance. En fait, on était sur des lasers qui faisaient entre 20 et 30 watts. Donc si on voulait augmenter l'énergie, on était obligé de diminuer la fréquence. La fréquence, en fait, c'est la vitesse de traitement. Donc là, si vous voulez faire de la fragmentation, il faut surtout monter l'énergie. Donc classiquement, on dit que c'est une fréquence basse. Et la durée du pulse, elle va être courte. Vraiment pour donner des petits coups très forts qui vont permettre de casser le calcul. Vous avez un gros rocher là, et il va vous donner des gros coups de marteau pour faire des morceaux. Le dusting, donc c'est vraiment pour essayer de faire de la poudre, c'est le contraire. Là, on va diminuer les énergies et on va augmenter les fréquences. Donc là, avec votre rocher et votre marteau, là, vous mettez des tout petits coups de marteau pour essayer d'enlever le minimum de taille d'éclat, en fait, pour faire le maximum de poudre. Et là, on va faire une durée du pulse long. Alors, le problème de l'holmium-YAG, ou la qualité de l'holmium-YAG, enfin, en tout cas, les caractéristiques, ça va être son onde, qui va être pas très régulière, comme ça. Et donc, dès qu'on va avoir une impulsion, on va avoir un gros overshoot, un gros peak power. Et puis après, un déclin rapide de cette onde. Et ça va induire une rétropulsion. C'est vraiment ce gros peak power de départ qui va faire cette rétropulsion. Donc en fait, le calcul va bouger à chaque fois que vous allez envoyer une onde dessus. Alors, différence entre laser basse puissance et haute puissance. En fait, sur les lasers holmium, du coup, le basse puissance, c'est du 30 watts.
Et le haute puissance, eh ben, c'est 4 lasers de 30 watts mis les uns par-dessus les autres. Donc tout ce que ça va changer, c'est en parallèle. Donc tout ce que ça va changer, en fait, ça va changer la fréquence. C'est-à-dire que vous aurez la même énergie au bout, mais au niveau de la fréquence, ben, ça va pouvoir s'ouvrir à des vitesses, aux mêmes vitesses, mais comment dire, l'un après l'autre, quoi, en rafale. Donc ça va nous permettre de vraiment augmenter les fréquences. On va pouvoir continuer à mettre de l'énergie haute, et on va pouvoir augmenter la fréquence qu'on ne pouvait pas faire quand on avait un laser 30 watts. Donc quels sont les inconvénients de ce laser haute puissance? Ben, en fait c'est très encombrant, hein. Vous avez vu, en fait c'est 4 lasers l'un par-dessus l'autre. Ça fait beaucoup de bruit, parce qu'en fait, on a dit qu'il y avait une déperdition d'énergie sur ce laser, et donc on va avoir besoin de le refroidir, donc on va mettre un ventilateur pour le refroidir. Ben là en fait il va y avoir 4 ventilateurs pour refroidir les 4 cavités. Et puis, comme il est de haute puissance, eh ben, il aura besoin d'une prise spécifique. Donc, si vous avez un bloc opératoire et que vous faites installer une prise dans une de vos salles opératoires, eh ben, si vous voulez changer de salle, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre laser. Le thulium fibré, je fais un peu le tour, hein, de ce qu'on a. Le thulium fibré, donc beaucoup plus petit, hein, vous voyez. Donc c'est pas du tout la même anatomie à l'intérieur. Donc vous avez une boîte, pareil, mais à l'intérieur, au lieu d'avoir votre lampe à xénon, votre cristal, etc., eh ben on a une fibre qui est enroulée, qui fait 30 mètres, et qui est enroulée dans cette cavité, avec des diodes laser qui vont envoyer l'émission lumineuse. Et la fibre, l'intérieur de la fibre est dopé aux ions thulium. Au bout, on va pouvoir brancher notre fibre laser, qui est exactement la même, hein. La composition de la fibre est la même que sur l'holmium-YAG. Mais là, comme c'est une fibre qui est au bout, eh ben, on n'a pas du tout cette nécessité de diminuer le diamètre. Et donc, on n'a pas du tout cette déperdition d'énergie juste pour ça, déjà. Donc, on a moins besoin de refroidir. La longueur d'onde, ben, la longueur d'onde, elle ressemble pas du tout à l'autre, vous voyez. Il n'y a pas du tout ce peak power qu'on avait, et l'onde est beaucoup plus régulière, donc plus facile à manier. Autre chose, là vous avez le pic d'absorption dans l'eau, et vous voyez que le thulium fibré, il est à peu près au maximum du pic d'absorption, alors que le l'holmium-YAG, est beaucoup plus loin de ce pic d'absorption de l'eau. Donc pareil, c'est la déperdition d'énergie qui va jouer. Donc on a moins de perte de puissance, on n'a pas besoin de collimater, comme je vous disais, hein, parce que le diamètre de la fibre va correspondre au diamètre de la fibre qui est enroulée dans votre cavité. Donc il y a beaucoup moins de perte de puissance. Donc là, les paramètres laser, on va avoir une énergie qui va varier de 25 millijoules jusqu'à 6 joules. On va avoir une fréquence qui va pouvoir monter jusqu'à 2000 Hz. Donc là, on va vraiment pouvoir faire des très hautes fréquences. Et aujourd'hui, les lasers sont limités à 60 watts de puissance. Donc si on veut augmenter les fréquences à 2000, il va falloir diminuer l'énergie. On est d'accord. Par contre, je ne dis surtout pas qu'il faut augmenter les fréquences à 2000. Parce que vous n'allez jamais pouvoir contrôler, 2000 ça veut dire 2000 impulsions en une seconde. Vous n'allez jamais pouvoir contrôler 2000 impulsions en une seconde. Donc il faut vraiment vous limiter sur ces fréquences, même si la machine permet de le faire. Et la durée du pulse, donc ce que je vous disais, hein, la durée d'ouverture de votre cavité, eh ben, elle est toujours longue. Donc en fait, quand vous faites vos réglages, tout à l'heure je vous ai dit court pour la fragmentation et long pour le dusting. En thulium fibré, il faut toujours rester à court. Parce que déjà court, c'est beaucoup plus long que l'holmium-YAG en long. Pardon. Donc, bref, sur l'holmium-YAG, il faut toujours se mettre en impulsion longue, sauf pour la fragmentation. Donc là, je parle que de calcul, mais même si vous vous mettez sur du tissu, si vous vous mettez sur, vous voulez faire de l'incision, etc., à chaque fois, il faut se mettre pour l'holmium-YAG en durée d'impulsion longue, et il n'y a que pour la fragmentation que vous vous mettez en court. Pour le thulium fibré, vous restez en court tout le temps,
parce que le cours du thulium fibré est déjà plus long que le long de l'holmium YAG. Ça y est, c'est dans le... Voilà. Alors, les avantages, eh ben, c'est beaucoup plus petit, hein. C'est beaucoup moins encombrant. C'est beaucoup moins bruyant. Et ça nécessite pas de prise spécifique. Donc, ça peut vraiment s'utiliser partout. Et l'autre chose, c'est que comme il n'y a pas les miroirs, là, c'est beaucoup moins fragile aussi. Hein, donc, vous pouvez le secouer un peu plus, il n'y a pas de souci. Sur la rétropulsion, donc vous avez vu, hein, votre onde, elle était beaucoup plus régulière et il n'y avait pas ce peak power. Et du coup, là, vous voyez, en bleu, vous avez le thulium fibré, où il n'y a pas ce peak power. Et en vert, vous avez le short pulse, donc la durée d'impulsion courte quand on est en holmium YAG. Quand on est en durée d'impulsion longue, on a moins de rétropulsion, ce qui nous permet de faire du dust. Donc en fait, vous avez la courbe rouge ou la courbe noire sur l'effet Moses. Bon, j'ai pas précisé, mais bon, c'est une caractéristique de certains lasers qui permet en fait d'augmenter en faisant une double impulsion et d'augmenter un peu encore la longueur du pulse pour essayer vraiment de diminuer cette rétropulsion. Et quand on compare les rétropulsions, vous voyez qu'en vert, vous avez la durée d'impulsion courte des holmium YAG. Donc ça fait beaucoup de rétropulsion. Ensuite, quand vous êtes en durée d'impulsion longue, vous avez la courbe rouge. Et la courbe noire, c'est le Moses. Donc vous voyez que finalement, ça équivaut. Le Moses, en fait, c'est une option qu'il y a sur les Lumenis. Et il y a une double impulsion qui fait que ça allonge cette durée d'impulsion pour essayer d'éviter la rétropulsion. La rétropulsion, en fait, bah, ça fait bouger les calculs et donc du coup, on est moins précis sur le traitement des calculs en urétéroscopie parce que comme ça les fait bouger, ben du coup, on arrive moins à faire de la poudre. Donc on essaye vraiment de réduire cette rétropulsion. Et vous voyez que quand on est en thulium fibré, ben, on réduit énormément la rétropulsion, c'est la courbe bleue. Sur les guidelines, vous voyez que les deux lasers apparaissent en France depuis les guidelines de 2022, en Europe depuis 2024 et aux États-Unis, c'est pas encore apparu sur les recos. Mais les deux lasers sont utilisables et mis sur les recommandations. On a un troisième laser qui vient de sortir, c'est le thulium YAG. C'est le Dornier. Globalement, c'est entre les deux. Donc vous avez une cavité avec des miroirs, donc on se rapproche de l'holmium YAG pour ça. Vous avez un cristal qui est dopé aux ions thulium, et vous avez un peu la même caractéristique que les lasers holmium YAG. Sur dans l'eau, on est entre les deux, entre le thulium fibré et l'holmium YAG, on est vraiment entre les deux. Pour l'onde, la caractéristique de l'onde, on est également entre les deux. C'est-à-dire que sur le thulium fibré, vous voyez que la durée d'impulsion elle est beaucoup plus longue, avec un peak power beaucoup moins important, qui fait que ça enlève la rétropulsion. Sur le laser holmium YAG, vous avez ce gros peak power, et puis un truc qui est beaucoup plus irrégulier. Et sur le thulium YAG, on a quelque chose de régulier, mais avec un peak power qui est un peu plus important que le thulium fibré. Donc on a un profil qui ressemble et qui est un peu plus maniable, on va dire. Donc ça permet de faire et du dust et de la fragmentation, parce qu'on peut vraiment augmenter le peak power pour faire de la fragmentation. Il n'y a pas trop de rétropulsion. Ça marche sur tous les calculs. Ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le thulium fibré, l'inconvénient, c'est que le calcul de cystine ne se fragmente pas bien. Donc ça marche pas sur tous les types de calculs. Bon, la cystine, c'est 1% des calculs, hein, c'est une maladie génétique, je pense que vous connaissez tous. Mais ça marche pas bien avec le thulium fibré. On est au début de l'utilisation, il n'y a pas encore d'études, c'est pas dans les guidelines. Ça apparaîtra, je pense, sur les prochaines. Ça a globalement des caractéristiques à peu près similaires, donc et au niveau de sécurité, on est bon, mais pour l'instant, c'est pas dans les guidelines. Donc en résumé, en urétéroscopie, ce qu'on cherche, c'est à faire ça. C'est essayer de faire de la poudre pour être stone free,
parce que ça, le patient va l'éliminer tout seul, alors que si vous faites des morceaux, il va falloir faire 50 allers-retours, ça va prendre énormément de temps. Et vous savez qu'en urétéroscopie, on est limité sur le temps d'intervention. On reste pas plus d'une heure et demie dans le rein. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de faire de la poudre, comme ça le patient l'élimine, et vous gagnez du temps d'intervention. Donc pour faire ça, il faut le moins de rétropulsion possible. Donc on est plutôt sur du thulium fibré. L'autre problème de l'holmium YAG, c'est que vous avez cette onde qui est pas linéaire, et donc quand vous allez avoir une forte déflexion, vous risquez de casser votre fibre laser en holmium YAG. Et du coup, dans nos recos, on a bien mis qu'il vaut mieux, quand vous utilisez de l'holmium YAG, relocaliser un calcul caliciel inférieur avant de le casser au laser. Si vous n'avez pas de possibilité de relocalisation du calcul parce que il est trop gros, à ce moment-là, je vous conseille fortement d'utiliser un urétéroscope souple jetable, parce qu'il y a des gros risques d'aller casser votre matériel. Donc sur du calice inférieur qui n'est pas relocalisable, urétéroscope souple jetable. Sur le TFL, c'est différent. Je ne sais pas encore bien par quel mécanisme, mais la fibre, elle ne casse pas quand on est même en grosse déflexion. Et du coup, on n'a pas cette obligation de relocaliser les calculs. Par contre, vous savez très bien que si vous cassez des calculs dans le calice inférieur et que vous faites de la poudre dans le calice inférieur, derrière, il faut que ce soit éliminé. Donc, c'est quand même mieux de les relocaliser, parce que si vous faites de la poudre en calice supérieur, ça va descendre tout seul et les patients vont pouvoir pisser plus facilement les calculs. Voilà la différence entre les deux. Donc je vous ai dit, moins de rétropulsion, donc finalement thulium fibré pas mal. Le seul truc, c'est que la cystine, ça marche pas très très bien. Et les réglages, on reverra. En mini-perc. En mini-perc, est-ce que vraiment on a besoin de pulvérisation, de dust, vraiment de poudre fine? Finalement non, parce que on a cet effet Venturi qui fait que déjà les micro-fragments s'écoulent en continu, et puis les fragments qu'on a, on peut les récupérer très facilement en faisant cet effet Venturi, en récupérant, en sortant notre néphroscope. Du coup, finalement, pas du tout besoin comme ça de faire de la poudre fine. La taille de fibre, on utilise plutôt des grosses fibres, parce que les petites fibres, elles sont assez instables. Donc, en fait, on va faire des gros morceaux. Mais on a un canal opérateur qui est large, qui le permet. Alors, la différence entre une petite fibre et une grosse fibre, si vous mettez les mêmes réglages laser, ça va être ça sur le calcul. C'est-à-dire que la petite fibre, elle va faire un trou plus fin, mais un peu plus profond. La grosse fibre, elle va faire un trou plus large, mais finalement, le volume d'ablation sera identique. Donc, si vous voulez, en mini-perc, utiliser une grosse fibre et avoir la même profondeur pour aller plus vite, il va falloir augmenter les énergies pour que l'effet au bout de la fibre soit le même. Ouais, c'est de la physique. Il faut multiplier. Pour avoir le même effet au bout de la fibre, il faut augmenter les énergies. Ce qui fait que, si on veut aller aussi vite, il va falloir avoir un holmium haute puissance. Donc sur nos recos, on dit bien que des paramètres de haute puissance peuvent être utilisés pour la mini-perc. Ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous utilisez des lasers holmium YAG, vous n'avez pas besoin de laser haute puissance pour l'urétéroscopie. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de monter au-delà de 30 watts en urétéroscopie. Et on a même, c'est pas qu'on n'a pas besoin, c'est qu'il ne faut pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Les risques. Vous savez que dans un rein, la pression, en fait, elle est nulle. Le reflux pyélo-veineux, il est à 47 cm d'eau. Et pendant une colique néphrétique, on monte à 100 cm d'eau. Est-ce que vous savez à peu près à combien on va monter pour une urétéroscopie? Juste quand on monte l'urétéroscope. 145. Alors en fait, juste quand on rentre l'urétéroscope, on est déjà tout de suite à 35, d'accord? Pendant un traitement, on est à peu près à 50, un peu plus de 50. Donc on est au-delà du reflux pyélo-veineux.
Mais en fait, on a des pressions maximum qui sont énormes. Donc on monte jusqu'à 300-400 cm d'eau pendant le traitement. Avec la pompe, ou même sans la pompe, juste avec le fait que le laser occupe de l'espace dans le... Ben oui, en fait, on est obligé d'augmenter un peu les pressions. L'urétéroscope occupe de la place dans l'urtère. Donc voilà, donc en fait, on augmente vraiment les pressions. Et c'est aussi pour ça qu'on limite les durées opératoires. Parce qu'on se dit que, vu qu'on dépasse le reflux pyélo-veineux, ben, s'il y a un peu d'infection, ça va passer dans le sang. Donc c'est pour ça que, pour les urétéroscopies, vous êtes limité à 1 heure, 1 heure et demie grand max. Qu'on va dire, si vous avez un calcul infectieux, vous savez que c'est un calcul infectieux, limitez-vous à 1 heure parce qu'il y a un vrai risque infectieux. Autre problème de l'urétéroscopie, c'est la température. En fait, le laser va dégager de la chaleur. Donc là, vous avez un truc un peu rigolo, c'est chez le cochon. Vous voyez, ça a été des traitements à 40 watts. Vous voyez, la courbe verte, c'est avec une haute irrigation. 1 minute de traitement laser dans un rein de cochon. La courbe jaune, c'est avec une irrigation moyenne. Et la courbe rouge, c'est avec une haute irrigation. Non, c'est l'inverse. Excusez-moi. Donc, très haute irrigation avec la courbe verte, moyenne avec la courbe jaune, et pas d'irrigation du tout avec la courbe rouge. Parce qu'on a dit que, bah voilà, l'irrigation, le problème, c'est que ça fait des reflux pyélo-veineux, etc., etc. Mais en fait, si on ne met pas d'irrigation, bah, vous voyez qu'en moins d'1 minute, les températures, elles augmentent énormément. Et vous voyez, là, on est presque à 80 degrés dans le rein en moins d'1 minute, s'il n'y a pas d'irrigation. Donc l'irrigation, elle est obligatoire, et il ne faut pas chauffer le liquide d'irrigation. D'accord ? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous pouvez avoir des modifications des protéines? À quelle température? Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ça dépend du temps, mais n'empêche que à 41, en fait, on a déjà une dénaturation des protéines, et à 60, on a de la coagulation. Voilà. Ah bah, vous voyez que le blanc d'œuf, en fait, dès 40 degrés, il va se changer et ça va complètement dénaturer ses protéines. Et là, vous voyez, sur le... Ça, c'était la moyenne. Et en fait, vous voyez que sur un des cochons, là, on a eu un pic à plus de 120 degrés. Ah, mais ça boue, hein, ça boue. Donc, ça boue dans le rein. Donc, sur ces cochons qui ont eu 1 minute sans irrigation, 1 minute avec irrigation moyenne et 1 minute avec une haute irrigation, ils les ont sacrifiés et ils ont regardé ce que ça faisait dans le rein. Et donc là, vous avez des vraies lésions de brûlure. Donc c'est quand même super important de savoir que le laser, même si vous ne voyez rien, vous chauffez le liquide et vous faites micro-ondes dans le rein. En plus de si vous touchez la muqueuse, hein. On a vu que ce soit du thallium fibré, du thallium miag ou de l'holmium miag, les températures elles augmentent de la même façon avec les mêmes énergies. Et ce qu'il y a comme différence par contre, c'est que si vous mettez la même puissance, mais que du coup vous diminuez l'énergie, que vous montez les fréquences, plus vous allez monter les fréquences et plus ça va augmenter les températures. Donc il faut limiter les fréquences, surtout pas le 2000 Hz, surtout pas. Donc vous limitez à 20 Hz dans le rein, ça suffit largement. Donc au cours d'une urétéroscopie, il faut d'abord régler la durée d'impulsion. Donc vous avez compris, toujours long dans les holmium miag, sauf pour la fragmentation, toujours court dans les thallium fibrés. Ensuite, vous réglez l'énergie jusqu'à avoir l'effet désiré. Vous augmentez progressivement jusqu'à ce que ça fasse l'effet que vous souhaitez sur le calcul. Et ensuite, vous adaptez la fréquence pour ne pas dépasser 25 watts dans le rein et 10 watts, 10-15 watts dans l'urtère. Ça, je vais aller vite. Il faut connaître le matériel, il faut connaître ses calculs, il faut être raisonnable. En début d'expérience, on a plus de risques en plus d'aller toucher les muqueuses, de faire des lésions urétérales, etc. Donc, il ne faut surtout pas monter les fréquences si vous n'êtes pas à l'aise. Les puissances max, 25 watts dans le rein, 10-15 watts dans l'urtère. Ça, c'est ce que je vous ai dit. On commence avec une énergie faible. On commence avec une fréquence faible. On augmente l'énergie jusqu'à avoir l'effet souhaité sur le calcul.
Sur n'importe quel type de laser, c'est exactement la même chose. Et ensuite, on peut augmenter la fréquence pour augmenter la vitesse de traitement. Voilà, je vous remercie. Globalement, tous les lasers marchent sur les calculs. En urétéroscopie, on aime bien avoir moins de rétropulsion. En percutanée, on aime bien avoir plus de rétropulsion pour que le calcul sorte. Donc en fait, plutôt holmium haute puissance pour une percutanée, plutôt thulium fibré pour une urétéroscopie. Maintenant, si vous avez un des deux, vous pourrez faire tous les types d'interventions quand même. Il faut juste vous connaître et connaître vos réglages. Une question avant.